Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, mais non fiction, puisque je vais vous parler de Ada ou la beauté des nombres, Lovelace, la pionnière de l'informatique, de Catherine Dufour. C'est un livre paru tout récemment aux éditions Fayard et qui fait 244 pages. Sacrée activité éditoriale pour l'excellente Catherine Dufour ces derniers temps. Deux romans coup sur coup après une longue absence, Entend la nuit et danse avec les lutins, que j'aurais déjà dû lire, et il me faudra y remédier sous peu. Mais aussi la présente non-fiction, parce qu'elle en a écrit un certain nombre ces dernières années, parmi lesquelles l'Histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, que j'avais chroniqué sur le blog. En l'espèce, il s'agit donc d'Ada ou la beauté des nombres, publié chez Fayard, un éditeur qui aime bien les biographies à la base. De fait, ce court livre est une biographie, la première en français portant sur Ada, née Byron, épouse King et comtesse Lovelace, 1815-1852. Ça fait une carte de visite un peu dense. Et c'est un sacré personnage. Reste que ce livre n'est pas votre biographie Fayard lambda. L'étude est sérieuse et sourcée comme il se doit, mais le temps, lui, n'appartient qu'à Catherine Dufour, dont on retrouve avec plaisir la plume savoureuse et riche de sarcasme et autres formules punkoïdes qui frappent sans prévenir et, tout à la fois, détonnent et font mouche. Pour qui a adoré les romans et nouvelles signés par Catherine Dufour dans la décennie 2000-2010, c'est comme des retrouvailles, oui, et des plus heureuses. Mais j'imagine que ça pourra faire un choc, initialement du moins, à qui ne connaîtrait rien de tout cela et s'attendrait à une biographie à la forme plus ouvertement docte et surtout posée. D'autant qu'il y a une dimension que je suppose pouvoir qualifier de militante dans cette non-fiction. Ada ou la beauté des nombres ne serait certes pas la première biographie à entendre réparer une injustice, même s'il y a assurément de cela et à très bon droit. Mais cela va au-delà, la focale est plus large et le propos résonne fortement avec le contexte de publication, dans la foulée du mouvement féministe contemporain post-MeToo, une dimension dont l'autrice ne fait pas mystère et de sa part cela n'a rien d'une nouveauté. Écriture inclusive incluse, on entend déjà hurler certains lecteurs. Il ne s'agit pas seulement ici de retranscrire au quotidien la vie brève et l'œuvre scientifique fascinante et révolutionnaire, mais somme toute guère riche en publications d'Ada Lovelace et point barre. L'après-Ada compte presque autant, qui dessine une histoire étendue de l'informatique et des informaticiennes. Car c'est bien d'informatique que Catherine Dufour, elle-même ingénieure en informatique, traite ici, même si Ada est morte un siècle avant que le premier ordinateur ne voie le jour. Qu'importe, elle n'en avait pas moins écrit le premier programme informatique au monde, ou la première boucle plus précisément. N'étant pas le moins du monde informaticien, je ne peux absolument rien dire de plus quant à cette nuance. Et au-delà, elle avait bel et bien anticipé ce que serait un jour l'informatique, d'une manière parfaitement visionnaire, en allant bien au-delà des préoccupations immédiates de Charles Babbage, lequel entendait d'abord et avant tout concevoir un calculateur qui permettrait enfin aux mathématiciens tels que lui-même et Ada de se passer une bonne fois pour toutes des tables de calcul jusqu'alors indispensables et forcément constellées de frustrantes erreurs. Pourtant, Ada Lovelace, sans être à proprement parler inconnue, loin de là, à vrai dire, a trop longtemps été cantonnée au rôle un peu navrant de notes de bas de page dans la biographie des autres. Deux autres tout spécialement, son illustre et invivable, ça tombe bien, elle ne l'a jamais connu, son illustre donc poète de père, Lord Byron d'une part, et d'autre part son mentor, ou à vrai dire un de ses mentors, le mathématicien Charles Babbage. Ici, on peut supposer que les informaticiens et ou les amateurs de science-fiction étaient d'ores et déjà dans une position un peu plus favorable que les autres lecteurs pour avoir au moins une vague idée de qui était Ada Lovelace. Parce que le langage informatique Ada, ou parce que des romans comme La machine à différence de William Gibson et Bruce Sterling. Au-delà, le courant steampunk dans son ensemble a régulièrement fait référence à Ada Lovelace. Mais c'était probablement insuffisant, et je dois confesser que, au regard de mes lectures, Ada demeurait bel et bien une note de bas de page à la biographie de Babbage dans ce cas précisément. Pour quelques raisons, je me la figurais à vrai dire comme l'assistante de Babbage, ce qu'elle n'était pas le moins du monde, mais les connotations de ce terme en disent sans doute tristement long sur moi, mes lectures, notre société, etc. Même dans ce contexte, les louanges ne manquaient certes pas, quitte à ce que ce ne soit qu'au travers de notes de bas de page, on admirait généralement Ada, mais de ce type pernicieux d'admiration qui fait plus qu'un peu loucher sur la condescendance. Il était donc bien temps de remettre les pendules à l'heure. Mais pour pouvoir envisager à sa mesure la biographie d'Ada Lovelace, il faut comme de juste apprécier tout d'abord le contexte de sa vie. Le plus globalement, tout d'abord, la société victorienne, oppressive, pudibonde, hypocrite. Nous parlons bien sûr tout spécialement ici du monde, celui des salons, de la bonne société. Une aristocratie brimée dans l'enfance par des théories pédagogiques délirantes, à la conjonction des délires sadiens et de la répression puritaine, et qui survit tant bien que mal en se camant jusqu'à l'os au lot d'un homme. Le sort des femmes y est nécessairement pire, qui doivent se marier au plus tôt, un bon parti se mesurant au seul critère valide de la fortune et des titres de noblesse. Trop souvent, bien sûr, ces aristocrates n'ont rien de noble, et en fait de fortune, ils ont surtout des dettes, contractées notamment au jeu. Ada elle-même était une addicte à cet égard, en plus du lot d'un homme.
Après, il faut pondre des enfants au risque d'en crever et s'accommoder des coucheries de monsieur. Rassurez-vous, madame découche au moins autant et c'est toujours matière à scandale. Le monde, c'est d'abord les cancans. On condamne la débauche de la plus hypocrite des manières. Mais il faut dire qu'avec le papa d'Ada, on atteignait des sommets dans le genre. Il était typique pourtant de ces Anglais contraints de fuir la mauvaise renommée sur le continent, et on en croisera quelques autres dans le livre de Catherine Dufour. Cela dit, Lord Byron, c'était quand même la classe au-dessus, tour à tour adulé comme le plus grand poète de son temps et haï comme le pire des monstres lubriques. On s'en doute, il n'était ni un mari idéal ni un père idéal. Il n'a jamais vraiment connu Ada, sa seule fille légitime. Il s'était très tôt barré, pour ne pas dire immédiatement, du foyer conjugal pour goûter à l'inceste et ou au giton plus savoureux. Il avait cependant eu le temps de se montrer un époux détestable, violent et ingérable. Annabella, Madame Byron, n'a pourtant pas salué son départ comme une libération, cultivant dans les décennies qui suivraient de lourdes rancœurs à l'encontre de cette fuite et de ses responsables, l'amante demi-sœur du poète au premier chef forcément. Aux yeux d'Annabella, c'était forcément d'abord et avant tout la faute de l'amante demi-sœur. Surtout, Annabella, produit typique de la répression victorienne, qui lui interdisait de cultiver son goût pour les sciences, à elle que son volage et fugace épouse surnommait la princesse des parallélogrammes, s'est attelée à la tâche de réprimer à son tour sa fille et ses inclinations. Si ça fait mal, c'est que ça fait du bien, etc. Maman avait en outre quelque chose de sacrément envahissant, on va dire. Par chance et grâce à divers mentors successifs, hommes et femmes, parmi elles la très impressionnante Mary Somerville dont je n'avais jamais entendu parler et qui serait bien digne d'une biographie dans ce genre elle aussi, à vue de nez, Ada a cependant pu entretenir son goût pour les sciences et notamment pour les mathématiques. Certes, il lui a fallu faire son entrée dans le monde, trouver mari et faire des enfants, mais pour un temps du moins elle a pu côtoyer les grands noms de la science de son temps. La bonne société anglaise, au-delà des cancans et du marché matrimonial, appréciait de subventionner, ne serait-ce que pour le lustre, artistes et savants aux ingénieuses trouvailles. Parmi ces derniers, Charles Babbage, mathématicien génial, il travaillait d'arrache-pied, mais en tenant lui aussi salon le cas échéant, sur son projet pharaonique de moteur à différence, soit un calculateur unique en son genre, et qui serait à même donc de libérer les scientifiques du fardeau du calcul mental ou à base de tables trop souvent erronées. C'était, dans son principe, le premier ordinateur. Babbage l'avait conçu théoriquement, mais il n'est notoirement jamais parvenu à le construire. La machine était trop complexe, exigeait la production de trop nombreuses pièces, trop précises. Les mécènes, y compris au niveau du gouvernement, ont fini par se décourager, et, semble-t-il, l'ego broussailleux du savant ne lui facilitait probablement pas les choses. Mais le projet enthousiasme les savants et Ada parmi eux. Mathématicienne douée, elle perçoit très vite l'intérêt de la machine de Babbage, mais plus visionnaire que ce dernier, elle entrevoit derrière l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour se faire un nom dans la communauté scientifique de ce temps, un bon moyen était de commencer par livrer des traductions d'œuvres scientifiques. Mary Somerville avait plus ou moins procédé de la sorte. Ada traduit donc un article italien dû à un certain Menabrea, consacrée à la machine de Babbage, qu'elle connaissait personnellement. Seulement, elle ne s'en tient pas à la traduction. Avec l'aval de Babbage, elle introduit dans sa version des notes toutes personnelles, et c'est ici notamment qu'apparaît son génie. D'une part dans la conception prophétique d'une science poétique, d'autre part et surtout dans la note G, qui contient donc le premier programme informatique de l'histoire, en témoignant des capacités du moteur à différence via le traitement des nombres de Bernoulli. Si Babbage a conçu l'ordinateur, c'est donc Ada qui a conçu l'informatique et la programmation, même si Turing notamment passera par là un siècle plus tard. Et le mathématicien Soupollet était conscient et admiratif du talent de la jeune femme. Les deux ensemble, c'était une merveilleuse conjonction à la fois d'ego et de génie. Hélas, son rang, son sexe, son époque, sa société, à peu près tout en somme, conspiraient contre la carrière scientifique d'Ada, même si elle a livré quelques autres travaux et surtout traductions d'importance, notamment et pas des moindres, de la mécanique céleste de Laplace. En femme de la bonne société victorienne, elle devait se consacrer à son foyer, lequel était hélas parfaitement toxique. Son mari n'était pas le plus sot des hommes et ils avaient bien des engouements en commun, mais il était d'un naturel colérique qu'elle a parfois battu ainsi que leurs enfants. Les 10 enfants, Ada ne savait tout bonnement pas quoi en faire, et elle s'en rendait bien compte, confessant qu'elle était la pire des mères possibles, à part peut-être la sienne, et dont elle a du coup reproduit les errances. Il faut dire qu'Annabella faisait le pied de grue devant sa porte jusqu'à la toute fin. Quoi qu'il en soit, les enfants d'Ada la détestaient. Elle-même ne trouvait guère à se réfugier dans la science au bout d'un certain temps. Un amant, le laudanum, le jeu, où elle a contracté des dettes colossales, étaient des échappatoires plus accessibles, et, pour les deux dernières en tout cas, frontalement, moins susceptibles d'être taxées d'unladylikeness. Épuisée, affaiblie, déprimée, Ada tombe malade et le médecin auquel elle choisit de faire confiance s'avère le moins capable. Son cancer de l'utérus est identifié tardivement et Ada King, née Byron, comtesse de Lovelace, meurt dans d'atroces souffrances à l'âge de 36 ans. Un sort presque banal pour quelqu'un qui ne l'était pas. L'histoire d'Ada aurait pu s'arrêter là, avec quelques nécrologies élogieuses et vigoureusement misogynes, je cite Catherine Dufour,
ou plutôt la citation dans la citation, outre une intelligence complètement masculine dans sa solidité, sa pertinence et sa fermeté, Lady Lovelace avait toutes les délicatesses du plus raffiné des caractères féminins. Ouais. Ce qui n'est pas exactement pour nous surprendre. Son souvenir persiste pourtant, quoique placé entre parenthèses en même temps et pour la même durée que le moteur à différence de Babbage. On reviendra pourtant à celui-ci, et les premiers ordinateurs dans les années 40 en seront les héritiers directs. C'est alors que le souvenir d'Ada ressurgit. Les pionniers de l'informatique, comme Howard Aiken ou Alan Turing, la redécouvrent et perçoivent son rôle dans cette affaire si des incertitudes demeurent un temps quant à la paternité ou maternité du premier programme informatique, parfois attribué à Babbage comme le concept de sa machine analytique. Mais la question est semble-t-il tranchée aujourd'hui en faveur d'Ada Lovelace. Les premiers ordinateurs conçus à cette époque en outre sont souvent confiés à des programmeurs, qui sont presque systématiquement des programmeuses, la plus célèbre étant Grace Hopper, laquelle a pu dire d'ailleurs que si les femmes ont joué un tel rôle dans l'histoire de la science informatique à cette époque, c'était probablement parce que l'activité paraissait indigne de ces messieurs. Elles sont du coup à plus d'un titre les héritières d'Ada, première programmeuse de l'histoire. De manière discrète tout d'abord, via quelques hommages et articles, puis de moins en moins, mais avec les bémols envisagés plus haut, Ada ressuscite, ce qui passe par certains clins d'œil au sein des communautés scientifiques et technologiques, du langage de programmation Ada à l'hologramme d'identification des produits Microsoft qui est en fait son portrait. Puis, de manière plus étendue et jusque dans la culture populaire, via le steampunk notamment, la première programmeuse de l'histoire a sous 7 ans quelque chose aussi de la première geek, enfin, probablement pas la première pour le coup, mais je cite la dédicace de l'autrice, et merci Catherine. Geek, Catherine Dufour l'est aussi. Sous cet angle également, le projet d'une biographie d'Ada Lovelace lui collait parfaitement, et son récit est émaillé d'allusions à la part geek de la destinée d'Ada, via la machine d'indifférence et compagnie, voire au-delà. Elle ne pouvait passer à côté d'un aparté sur certaines soirées à la Villa Diodati, près de Genève en 1816, où un certain Lord Byron, qui avait déjà mis les voiles alors qu'Ada était née l'année précédente seulement, causait littérature fantastique avec son médecin John Polidori et le couple Shelley, Mary et Percy. Polidori en conséquence fonderait le mythe moderne du vampire, quitte à ce que ce soit au travers d'un texte un peu médiocre, mais surtout la géniale Mary Shelley créerait le chef-d'œuvre Frankenstein et la science-fiction avec. Pas mal pour un début. Et probablement déjà une préfiguration de ce que pourrait être la science poétique dont Ada parlerait quelques années plus tard. Catherine Dufour renvoie du coup au roman de Tim Powers Le poids de son regard, ça n'est pas la première fois et je suppose que ce ne sera pas la dernière. Faudrait que je le retente, j'avais essayé à un mauvais moment et n'avais pas accroché. Le livre de Catherine Dufour, lui, vibre de passion, d'enthousiasme, de colère aussi parfois, qu'elle communique sans peine à ses lecteurs. Sa plume qui n'appartient qu'à elle est le véhicule parfait pour cette histoire à tous les niveaux. Ada où la beauté des nombres passionne et se dévore. C'est un livre assez court, cela dit, et c'est peut-être bien sa seule limite, j'en aurais volontiers repris du rab. Chaudement recommandé donc, et maintenant faut que je lise En temps la nuit et Danse avec les lutins, parce que Catherine Dufour.